Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue sur Pédagogie saison 3. Et aujourd'hui on va parler de la sexualité des personnes trans. Et j'ai la personne parfaite qui va répondre à nos questions. Merle, ici présent. Coucou Merle. Coucou. Ça va ? Ça va super. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ouais, je suis très content d'être là, donc c'est super. Alors Merle, toi tu bosses chez Passage du Désir. Ouais, donc, tout à fait. La marque qui produit l'épisode, enfin tout le podcast Pédagogie. Et tu es formateur. Tout à fait, exactement. Je suis formateur pour la marque, donc ça veut dire que toutes les personnes qui arrivent à Passage du Désir passent par mois, en l'occurrence une semaine pour les personnes qui sont en boutique. Et voilà, je leur donne un peu les b.a.-ba de ce qui va se passer en boutique. Donc on a un point sexo, on a un point sur les produits aussi, un point sur l'inclusivité. Voilà. Ok, et c'est aussi valable pour les personnes qui travaillent dans les bureaux. Tout à fait, ouais. Tout le monde est formé. Donc j'ai oublié de préciser que tu étais en formation de sexologie aussi. Donc tu vas être sexologue en fait c'est ça. D'ici 1 an. Ouais, complètement. Si ça se passe bien, mais je pense que ça va bien se passer. Oui, je me fais pas de soucis pour toi. Moi non plus alors. non, mais c'est trop intéressant, c'est trop bien. Ouais. T'es militant queer aussi. Tout à fait, ouais. Et du coup, en l'occurrence, mon mémoire de sexologie va sûrement porter sur les transidentités. Ouais. Parce que du coup, je m'intéresse beaucoup au sujet dans mon militantisme, dans en fait ce que ça génère comme question. Et en sexologie, c'est vraiment une part qui est un peu délaissée ou qui a été longtemps maltraitée. Donc, étant une personne trans aussi, je m'intéresse d'autant plus à faire du contenu pour des personnes concernées par une personne concernée aussi, quoi. Et du coup, c'était quoi le sujet de ton mémoire ? C'est encore en travail, mais c'est quelque chose. Ah oui, bien sûr, t'es encore en cours. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui s'appellerait les dysparonies queer. Donc, c'est un peu large comme ça, mais là, ça serait spécifique aux transidentités. Et dysparonie, c'est comme un terme qui parle un peu des douleurs dans la sexualité ou dans la sexualité en particulier. En général, pas forcément propre à la transidentité. Vraiment pas. D'accord. D'ailleurs, on parle beaucoup de dyspareunie par rapport aux femmes cis, surtout, qui ont du vaginisme ou des douleurs, en fait, à la pénétration, par exemple. Ouais. Ok. Alors, j'ai un petit lexique. Je vais te donner des noms comme ça, parce qu'en fait, on en entend beaucoup parler. On n'a pas forcément... justement, dyspareunie, par exemple, moi, je ne connaissais pas. Ouais. Mais là, ça va être un lexique vraiment propre... un lexique LGBTQIA+. Tu me dis ce que ça veut dire. Ouais. Déjà, de manière globale, transidentité, qu'est-ce que c'est ? Du coup, c'est des identités de genre qui sont pas cisgenres. Donc, c'est comme dans l'identité de genre, il y a soit les personnes cisgenres, soit les personnes transgenres. Une personne cisgenre, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance, que par exemple, une personne qui a un sexe assigné à la naissance, une femme, la personne née, on dit c'est une femme, et plus tard dans sa vie, cette personne se ressent comme une femme, s'identifie comme une femme, c'est une personne cisgenre. Donc son identité de genre correspond à son sexe assigné à la naissance. Si un jour cette personne se dit je suis pas une femme, ou ressent pas être une femme ou quoi, dans ce cas-là, c'est sûrement une personne transgenre. Enfin, en tout cas, c'est un terme qu'on pourrait utiliser. Après, c'est toujours aux personnes d'utiliser les termes qui leur convient, ou les termes qui leur convient. Ça a d'ailleurs un nom de faire ça s'appelle l'autodétermination. C'est le fait de toujours se définir soi-même, en fait. Que la personne la plus apte à définir ce qu'on est, c'est soi-même, quoi. D'accord. Et ça peut changer, c'est très fluide. Ouais, c'est ça. L'autodétermination, c'est justement lié avec la fluidité qu'on peut ressentir, quoi. Et du coup, dans la transidentité, c'est pas forcément ce qu'on en parlait en off. Quelqu'un qui se dit trans, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une opération physique. Il y a beaucoup, c'est dans l'imaginaire collectif, une personne trans, c'est forcément quelqu'un qui a pris des hormones et qui a fait une chirurgie physique, notamment au niveau des parties génitales. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres manières d'être trans. Exactement. Il y a autant de transidentités que de personnes trans, un peu comme il y a autant de féminité que de femmes. Et il y a en fait vraiment plein de parcours différents. Et il n'y a pas un moment où on finit sa transition. Il n'y a pas de moment où on commence vraiment. Enfin, c'est vraiment propre à chacun et chacune. Et aussi, il n'y a pas de réussite ou d'échec vraiment. En tout cas, on ne va pas en parler d'un point de vue extérieur, de dire « Ah, mais cette personne a vraiment bien réussi sa transition. » Ouais, ça s'entend, c'est un peu ce genre de phrase. Ouais. Et souvent, du coup... souvent, quand c'est un homme qui veut transitionner en femme, on dit transitionner ? Ouais, on peut dire on transitionner, peut le dire. Ouais.
Et du coup, il y a beaucoup d'hommes cis qui vont dire ah, il a super bien réussi, Ouais. elle a super bien réussi. Bah, si c'est une personne qui transitionne vers le genre masculin, on va dire que c'est un homme trans du coup. Ouais. Et du coup, bah, on va dire oh là là, mais j'aurais pas du tout soupçonné que t'es une personne trans. Super. Et ça se dit pas, ça c'est maladroit. C'est un peu maladroit, ouais. En fait, il y a des personnes qui vont peut-être super bien prendre la chose et qui vont se dire ah merci parce que c'est vraiment, enfin c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui d'entendre ou voilà. Mais il y a des gens qui vont juste se sentir rappelés à leur transidentité aussi, rappelés au sexe assigné à la naissance et on va se dire ah mais donc si tu vois pas que je suis trans, mais en fait, est-ce qu'il faudrait que tu le vois? Est-ce qu'il faut pas que tu le vois? C'est super particulier, quoi. Je pense que c'est des questions qui sont vraiment propres à chacun et chacune, donc ça va dépendre des vécus, mais dans l'idée, on va quand même être le plus discrète possible vis-à-vis juste des intimités des gens, quoi. C'est-à-dire Bien sûr, comme pour n'importe qui en fait. Ouais, carrément. Mais je sais pas, par exemple, sur n'importe quel autre sujet, pour essayer de pas faire de comparaison, mais juste de rester large, on va pas demander des trucs hyper indiscrets aux gens. Bien sûr. Voilà. Sur leur sexualité. Ouais, par exemple, ouais. Ou sur leur vie intime, quoi, parce que savoir si on a fait telle ou telle chirurgie, bah c'est hyper intense, quoi. Par contre, si la personne le dit d'elle-même en mode ah bah voilà, je sais pas, je sors de mon chirurgien là, ça s'est trop bien passé mon rendez-vous, bah trop cool, là c'est même super chouette que la personne puisse se sentir à l'aise d'en parler, quoi. Oui. Voilà. Ok. Et ça veut dire quoi, dysphorie et euphorie de genre? Et ben c'est des termes qui sont utilisés pour parler de sentiments, en fait. C'est l'euphorie de genre, c'est vraiment le terme euphorie, on le comprend bien, c'est le fait de se sentir bien. Pour illustrer un peu ce que c'est en fait se sentir bien par rapport au genre, ça serait par exemple une personne qui va avoir une tenue qui lui fait sentir bien. Ça peut être aussi juste une interaction sociale, ça peut être aujourd'hui j'ai mis tel maquillage et ça me fait sentir trop bien dans mon genre. On pourrait presque le dire pour des personnes cisgenres. Mais c'est particulier aussi à la transidentité parce que, en l'occurrence, son pendant inverse, du coup, la dysphorie de genre, c'est vraiment le moment où on se sent pas bien, ça peut créer des vrais inconforts dans la vie des gens, quoi. Donc ça se retranscrit pas mal au niveau de comment tu vas t'habiller, dans quelles normes tu dois rentrer en tant que... Enfin, si t'es assigné à ce genre-là à la naissance, il faut que tu rentres dans ce genre de processus où je sais pas, la société attend de toi d'être comme ça et là tu peux avoir une dysphorie de genre, c'est-à-dire que ça peut te rendre ouf par exemple de devoir t'habiller de cette manière-là ou de devoir d'être vu de cette manière-là, tu dois répondre aux critères de féminité par exemple, sachant qu'en tant que cisgenre on peut le ressentir aussi. Bah on pourrait, ouais, je pense que ça pourrait être utilisé, c'est vraiment lié en fait, c'est ça, au rappel de l'assignation à la naissance qui est une difficulté. Et en l'occurrence, les personnes cisgenres n'ont pas forcément de difficultés avec leur sexe assigné à la naissance. On va plutôt peut-être parler de dysmorphophobie. Là, ça va être un peu plus par lié rapport à l'aspect physique. Ouais, là c'est l'aspect physique et il n'y a pas forcément de notion de genre. D'accord. Là où la notion de genre, elle est vraiment essentielle dans les transidentités, quoi. Ok. Et du coup, la dysphorie de genre, moi j'aime bien donner une explication. C'est comme si en fait on est né avec un vêtement à la naissance, que tout le monde a un vêtement à la naissance. Et une personne trans, peut-être un jour se dit je sais pas si je me sens bien dans mon vêtement, je sais pas si tout le monde ressent ça aussi, mais moi je me sens hyper serré dans mon vêtement. Un jour comme ça, on se dit j'essaye juste de porter un autre vêtement et on voit si je me sens mieux dedans. Et la personne se sentirait beaucoup mieux dedans. Et du coup, se dit, ok, donc ça, c'est ça l'euphorie de genre, ou c'est ça, se sentir bien dans son genre et pas avoir de dysphorie de genre. Et du coup, se dit que c'est une personne trans, par exemple. D'accord, ok. Je trouve que le fait de se visualiser avec un vêtement, ça peut parler à tout le monde. Ou je parle aussi des chaussures, des fois, genre de se dire, en fait, là, personne est trop petite, mais tout le monde marche bien et moi j'ai du mal à marcher, quoi. Est-ce que tout le monde est serré dans ses chaussures ou il y a que moi, tu vois, Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire l'outing ? Ah oui, out in person, c'est le fait de dire de cette personne son identité de genre ou son orientation sexuelle sans vraiment en parler avec. Ah oui. C'est-à-dire, je veux dire, cette personne qui est une personne trans, mais personne ne connaît cette personne et je donne cette info sur cette personne sans lui avoir demandé avant. Est-ce que je peux dire ça ou quoi ? Ouais. Est-ce que ça marche aussi quand tu ne sais pas du tout si la personne est trans ou pas et tu pars du principe qu'elle l'est et du coup tu le balances ?
Bonne Ça question. peut aussi être une violence, ça. Ouais, carrément même. Ouais, de fou. De dire comme ça, sans pression, ah oui, toi, que t'es une personne trans, ouais, carrément. Comme ça même. peut exister avec les gays aussi. Ah bah lui, les gays, c'est sûr. Ouais. Ça peut rentrer dans l'outing ou c'est encore autre chose? Je pense que ça serait une sorte de sous-couche de l'outing, quoi. Donc, sous-couche bien merdique, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Ouais. Le passing, c'est quoi? Le passing. Alors, le passing, c'est un terme qui est utilisé pour dire comment on est perçu. On va dire une personne. Comment on passe? Ouais, et c'est un peu ça, ouais, exactement. Comment on est perçu au niveau du genre, donc avoir un passing féminin, un passing masculin, un passing par rapport au style, par rapport à la façon de se parler. Ouais, ça peut y avoir plusieurs choses, ouais. La façon de parler, la tonalité. Toi, tu dirais que t'as quoi comme passing? Je sais pas, j'essaye de tout faire un peu pour avoir un passing plutôt masculin, mais... Ouais, ok. Mais je peux être remis en question vraiment n'importe quel moment. Au téléphone, on voit pas ma cravate, tu vois. Mais au téléphone, ça arrive que... Ouais, bah oui, au téléphone, ça arrive, mais c'est vraiment le quotidien des personnes trans au téléphone, avoir bonjour madame, bonjour monsieur, au lieu de bonjour monsieur ou bonjour madame, tu vois, parce que déjà, la testostérone, quand on prend des hormones, ça fait baisser la voix, et pour le coup, ça fait partie des changements qui sont plutôt irréversibles. Par contre, à l'inverse, du coup, prendre des oestrogènes, donc plutôt une hormone féminisante, ça fait pas monter la voix, parce que ça fait sens avec le fait que le changement de voix quand on prend de la testostérone, ça soit un changement irréversible. On comprend que possiblement il y a un truc qui s'ouvre un peu dans la gorge qui fait que t'as la voix plus grave, mais ça va pas être dans l'autre sens, quoi. Et donc les personnes qui prennent des oestrogènes vont plutôt soit faire de l'orthophonie, soit faire une chirurgie, soit travailler leur voix, voilà. Ok. Et donc au téléphone, effectivement, on pourrait avoir un bonjour madame, bonjour monsieur qui... Ça, c'est mégenré, ça, un peu. Exactement, c'est le fait de mégenrer quelqu'un, ouais. Ça va être le fait de donner un genre et que ce soit pas le bon genre. Même si c'est pas voulu. C'est pas forcément voulu, ouais. Ça peut être très maladroit et même pas mal intentionné, hein, mais bon, c'est pas forcément super agréable. Même si c'est pas mal intentionné, peut-être que c'est la 10e fois de la journée que la personne se fait mégenrer et c'est pas super confortable, quoi. Ok. Qu'est-ce que c'est la binarité? La binarité, c'est rouge ou bleu. Enfin, c'est. J'avoue. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de non binaire? Ouais, une personne non binaire, ça serait quelqu'un du coup qui serait pas forcément une personne cisgenre si on prend vraiment en termes de lexique, tu vois, puisque cette personne se reconnaît pas forcément dans ce sexe assigné à la naissance, et aux dernières nouvelles, pour l'instant, on n'assigne pas une non-binarité à la naissance. Toi, t'aimerais que ce soit le cas? Je sais pas si j'aimerais que ce soit le cas, mais au moins reconnaître les personnes intersexes, ça serait chouette. C'est un autre sujet un peu aussi, mais c'est beaucoup de variations en fait à la naissance ou avant la naissance ou à la puberté qui font qu'on n'est pas forcément assigné femme ou homme à la naissance. En tout cas, la non-binarité, c'est plutôt au niveau de l'identité de genre. Et il y a des personnes du coup qui vont pas se sentir d'un seul genre, ou qui vont fluctuer dans le genre, ou qui vont juste se sentir concernées par quelque chose qui soit un peu plus fluide que quelque chose de binaire, quoi. Et auquel cas, en fait, on pourrait imaginer le genre comme une sorte de spectre duquel il y aurait un côté féminin, un côté masculin, et puis il y a des personnes qui du coup se mettraient un peu sur ces deux spectres, ou alors sur aucun, et ça serait du coup de la non-binarité, quoi. D'accord, ok. Et donc du coup, les pronoms, ce serait yel. Alors, peut y avoir yel, peut y avoir des personnes qui vont avoir il, yel, elle. Il y a même C'est quoi ça, je comprends pas. Et ça serait du coup des pronoms où il y aurait comme un slash entre. D'accord. Donc, ça serait il slash yel. Par exemple, moi, mes pronoms, c'est il slash yel. Ça veut dire qu'on peut soit me genrer au masculin, soit me genrer au neutre. D'accord. Je peux avoir une préférence un jour, je peux avoir une autre préférence un autre jour. Et comment on peut savoir, nous? Bonne question. Ça va vraiment dépendre des personnes. Moi, je sais que, par exemple, ça me gêne vraiment pas qu'on me genre au neutre. Je le fais rarement de moi-même parce que les gens, des fois, ils sont un peu en mode c'est quoi le neutre? Ils comprennent pas, quoi. Mais ça pourrait être différent pour une autre personne. Il y a une personne qui va dire, qui aurait les mêmes pronoms que moi et qui va dire, moi, je préfère vraiment que ce soit elle, et il, des fois, si ça dépanne, quoi. Ou qui aime bien le fait que ça soit alterné. Tu vois, il y a des personnes qui vont avoir il slash elle, et qui aiment bien faire le mélange des deux, que ce soit une soupe. Ou qui va un jour plus préférer il et le lendemain préférer elle. Voilà, ça peut être dans ce genre-là. Et des fois, il y a les accords aussi qui vont changer, c'est-à-dire que je pourrais dire, moi c'est il slash yel, accord masculin, ça veut dire que tu pourrais dire yel est content, mais si je dis accord
neutre et masculin, bah dans ce cas-là, les deux marchent, quoi. Ok. Donc c'est vraiment au cas par cas. Dans l'idée, on peut demander des pronoms aux gens si on fait une sorte de tour du table. Tu vois, si on fait un tour là, comme ça, on se demande c'est quoi nos pronoms quand on vient de se rencontrer avec les prénoms. Mais s'il y a une personne spécifiquement quelque part et que je vais direct voir cette personne en mode salut, c'est quoi tes pronoms, peut-être que ça peut être un peu. Ça peut être mal perçu, ça. Ouais, bah, parce que du coup, tu considères qu'elle est peut-être trans, c'est ça, ou ouais, non-binaire. Ouais, en fait, tu plaques déjà un truc. Ouais, exactement. Sans que la personne, elle te parle de quoi que ce soit. Tout à fait. C'est vraiment en mode ah, mais toi, j'ai vraiment un doute sur ton genre, tu vois. Waouh, ok. Mais en même temps, il y a des personnes pour qui ça sera quand même plus confortable que salut, t'es trans, tu vois. Bien sûr. Ce qui est bon. Et transsexuel, on le dit pas. On dit pas transsexuel. On dit pas transsexuel parce que c'est lié à une histoire de la psychiatrie en France qui est vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. En fait, transsexualité. Comme c'était une maladie mentale, en fait. Ouais. C'est vraiment pas le bon terme pour parler de transidentité, quoi. Parce qu'il y a plus du tout la notion de genre. Or, c'est principal dans ces questions-là, quoi. Ok. Deux petites questions, une petite dernière question sur le lexique. C'est quoi un diclite et c'est quoi un phalloris? Alors, c'est deux termes qui veulent parler de la même chose et qui sont la contraction eux-mêmes de deux termes. Donc, diclite, c'est la contraction de dic et de clit. Phalloris, c'est la contraction de phallus et clitoris. Ouais. Et donc, c'est un terme qui va être désigné spécifiquement pour parler des anatomies de personnes transmasques, donc du coup, qui prennent de la testostérone. Donc, transmasque, c'est quand tu prends des hormones. Ouais. Ah non, quand tu prends des hormones de testostérone. Donc pour. Ouais. Bah, alors, transmasque, c'est pour parler. Transmasculin. Ouais, exactement. C'est pour parler des personnes trans qui vont tendre vers de la masculinité. Moi, je suis une personne transmasque, par exemple. J'essaye. Je donne tout. Non, depuis que je me suis demandé sur mon passing. Ouais, j'ai mis une cravate quand même. Non, mais voilà, du coup, bah, les personnes transmax, des vraiment max personnes, tu vois. Genre. Tu joues à max, attends, je suis perdue là. Non, mais du coup, c'est généralement les personnes transmasques, ça sera plutôt ces personnes-là qui vont prendre de la testostérone. Les personnes transfemmes prennent plutôt des oestrogènes, donc les hormones opposées, si je puis dire. Ouais. Mais transitionner, c'est pas forcément prendre des hormones, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est quoi la différence entre diclite et phalloris, du coup? Aucune différence. C'est la même chose. C'est le même terme. Diclite, c'est en anglais. Ouais, exactement. Et phalloris, c'est en français. Ouais. Même si personne dit vraiment phallus dans la vie de tous les jours, mais. Personne, ouais. Mais on comprend. ouais. Donc ça ressemble à quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Et ben, c'est le clitoris, en fait, qui c'est un des premiers effets de la testostérone qui va grossir sous l'effet de la testostérone. C'est vraiment un des premiers effets, et lui qui aussi. Va s'allonger, ça ressemble. C'est quoi? Ouais, en fait c'est ça. Qui va devenir une sorte de micro-pénis, quoi. Ouais. Ça peut être... Ou un maxi-clitoris. Oui. J'avoue. Ouais. Mais qui sort plus, en fait. Ouais, tout à fait. Il va même se décaloter un peu, donc il va être plus exposé. Ça va aussi un peu frotter dans les vêtements, potentiellement. Donc ça va changer de texture, presque. Ça va changer de sensibilité. Moi, j'aime bien donner la comparaison de la gencive. Généralement, c'est une comparaison qui parle bien aux gens, et puis les gens se mettent à toucher leur gencive après pour comprendre, mais c'est un peu comme passer d'une sensibilité de gencive à une sensibilité de lèvres. C'est-à-dire que si on exposait tout le temps sa gencive, ça serait hyper intense, quoi. Donc on comprend que la poussée du clitoris en diclite fait qu'on change de texture, on change de frottement et de sensibilité. Et du coup, à l'inverse, quand c'est une personne qui prend des oestrogènes, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un terme qui n'est pas beaucoup utilisé qui s'appelle le FEMIS ou FAMIS, ou aussi ladic, mais pas beaucoup utilisé, qui est aussi la contraction du coup là de femme et pénis, ou de lady et dick. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le pénis rétrécit très légèrement, ça se voit beaucoup moins qu'un diclite. En l'occurrence, il va y avoir aussi un changement au niveau de la sécrétion, il va y avoir beaucoup moins d'éjaculation et il va y avoir beaucoup plus de sécrétion de liquide préséminal. D'accord. Un peu à l'instar de la cyprine pour les personnes à vulve. Ok, je vois très bien. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Ouais. La cyprine, oui. Ouais, y a pas de souci. Ok. Et du coup, le fait de transitionner, donc de potentiellement prendre des hormones, est-ce qu'il y a un impact psychique? Autrement, plus que, il y a un impact physique, donc déjà on en a parlé au niveau des parties génitales. Tu disais aussi il y a la voix qui peut changer. Ouais. Au niveau du psychisme, est-ce qu'il peut y avoir des impacts? Pas forcément négatif, hein. Non, je pense que d'ailleurs ils le sont majoritairement pas. Mais
Il va y avoir plein d'autres impacts d'ailleurs physiques. Enfin, il y a aussi la texture des cheveux qui va changer, la répartition des graisses. Donc, par exemple, pour les personnes qui prennent de la testostérone, il va y avoir moins de graisse au niveau des seins, plus au niveau du ventre. À l'inverse, pour les personnes qui prennent des oestrogènes, il y a donc la pilosité change, la texture de la peau change, l'odeur corporelle change. Est-ce qu'il y a une pomme d'Adam qui se crée ou pas? Qui se développe un peu? Ça peut, si c'est pris à un certain moment, mais généralement si c'est pris tardivement, ça va être un peu moins le cas. D'accord. Ça veut dire quoi tardivement? Tardivement, enfin en tout cas... Par rapport à ton âge? À de la puberté en fait, juste par rapport au moment où il y a la pomme d'Adam qui se fait pour des mecs cis par exemple. Tu peux pas le sortir comme ça, tu prends des hormones à 35 ans et là t'as une pomme d'Adam Pas trop. Ok. Mais ça peut arriver, après ça va dépendre aussi de génétiquement les gens, je sais pas, dans leur famille, tout le monde a une pomme d'Adam, bah là peut-être que ça va la faire un peu plus sortir. Ah ok, intéressant, ok. Et après, au niveau mental, bah, ça apporte du confort. Généralement, ça aide beaucoup au bien-être, quoi. Donc, euphorie de genre qui se développe du coup. Ouais, plus d'euphorie de genre. Ouais. À l'inverse, il peut y avoir aussi plus de dysphorie de genre parce que du coup, on se sent peut-être vraiment plus attiré par une binarité dans la transition. Enfin, voilà. Une non-binarité, tu veux dire. Et ça veut dire quoi une binarité du coup? J'y pense par rapport à des amis du coup, pour le coup, qui en transitionnant, en prenant de la testostérone, au début de leur parcours se sentaient plus non-binaires et avec la testostérone en fait avaient plus de dysphorie en disant ah ouais mais vraiment je préférerais être vraiment perçu masculin et c'était pas le cas et du coup ça les renvoyait aussi à ce parcours qui peut être compliqué, mais c'est aussi du coup ça peut être à l'inverse un parcours qui est super satisfaisant. Il y a des gens en prenant de la testostérone qui se sentent beaucoup mieux, qui ont plus confiance en eux et qui se sentent plus en adéquation avec leur genre quoi. Et plus légitime à monter une boîte peut-être, je sais pas, est-ce que je devrais monter une boîte? Non mais c'est parce qu'on peut remarquer souvent qu'il y a des femmes qui ont du mal à s'autoriser à faire à prendre des postes de pouvoir et tout avec il peut y avoir psychologiquement aussi des blocages par rapport à ça. Ah ouais, et donc psychologiquement, il peut y avoir des choses qui pètent aussi quand c'est bon, je deviens, du coup, je suis assignée genre masculin maintenant. Ouais. Bah là, du coup, c'est intéressant parce que la transidentité, ça joue beaucoup avec ce qui se passe en socialisation. Bah oui, il y a un genre. impact après avec les gens qui vont tourner autour de toi. Carrément. Et quand il y a des personnes transmasques, par exemple, qui traînent avec des personnes, des mecs cis, et qui constatent que ça commence à mal parler des femmes, des femmes, voilà, des meufs. Des fameux. On dit les fameux. Comment vous dites? Non, mais du coup, il peut y avoir un truc comme ça, ou à l'inverse aussi, pour les meufs trans, de juste découvrir de la sororité et d'avoir tout ce que ça peut avoir d'agréable, quoi. Ou aussi d'avoir tout ce qu'il peut y avoir de désagréable, de harcèlement de rue, de complications. Et puis pour les meufs trans aussi, il y a un vrai sujet de fétichisation où c'est tout le temps... Ça devient un kink sexuel. Carrément. Du coup, t'es juste objectisé, quoi. T'es un objet, ta personnalité, on se rend un peu. Ouais, c'est ça. C'est t'es une meuf trans, ah ouais, ok, genre... Et ça devient trop bizarre. Bien sûr. Ce qui est un peu moins le cas avec les mecs trans. C'est pas non plus 0% le cas, mais c'est vraiment moins le cas que les meufs trans, quoi. Bon, ouais, il y a un peu un côté de profiter des avantages et des désavantages aussi d'un genre ou de l'autre, quoi. Un mec trans, du coup, va avoir un peu moins d'harcèlement dans la rue, il peut y avoir ce soulagement-là, là où ça a longtemps été le cas. Donc c'est aussi intéressant. J'ai aussi un pote qui disait à un moment j'étais super choquée parce qu'en fait je marchais derrière une meuf dans la rue et en fait elle a commencé à courir, du coup je me suis dit merde putain je suis suivi parce que lui il y avait ce passé de meufs trans, de meufs pas trans, du coup de meufs cis qui peuvent se faire suivre dans la rue et que c'est super inquiétant. Donc lui il s'est dit si elle court c'est qu'il y a un truc inquiétant, mais après il a compris elle pensait que c'était lui le truc inquiétant. Et ça l'a trop choqué de rentrer chez lui et de se dire ah ouais mais en fait exactement maintenant je peux être perçu comme la menace. Ouais, exactement. Et c'est super particulier à vivre. Ouais. Et ça a quoi comme impact aussi sur la vie sexuelle à proprement parler? Je pense énormément d'impact. Je pense que de toute façon, toute identité queer au-delà du genre, ça a beaucoup d'impact sur la sexualité, dans le sens où juste, on est forcément face à cette sexualité
de façon un peu plus frontale, parce que en fait il y a beaucoup moins de choses qui sont visibles. Déjà que pas beaucoup de choses sont visibles sur la sexualité pour les personnes hétéro-cis, mais alors pour les personnes En queer... termes d'éducation sexuelle, tu veux dire? Ouais. Donc pour les personnes queer, c'est encore un autre délire. Et en plus, pour les personnes trans, il y a potentiellement, quand il y a des hormones ou des chirurgies, un sujet très pratique de qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma génitalité, qu'est-ce que je veux, Enfin, ouais. La testostérone, ça fait le déclic, typiquement, ça va changer toute une habitude qu'on peut avoir sur son corps. Faut retrouver d'autres pairs, on repart un peu à zéro. Alors ça peut être repartir à zéro sur quelque chose qui nous convenait pas du tout avant, et du coup on découvre une découverte positive, quoi. Voilà, ça peut être une découverte positive, ça peut être aussi une découverte un peu avec plein de choses nouvelles, quoi, de manière générale. Donc ça peut avoir son lot de complications ou juste de joie, quoi. Ça va dépendre des gens, quoi. Au niveau de la masturbation, si tu veux t'aider avec des toys, est-ce qu'il y a des toys qui existent sur le marché qui sont vraiment prévus pour ça, par exemple pour les diclites? T'en connais, ou ça ressemble à quoi? Ouais, carrément. Il y a des petites gaines en fait qui sont faites pour les diclites. Ça ressemble vraiment à des gaines pour pénis, c'est un peu comme les gaines de masturbation pour pénis. Ouais. Mais sauf que c'est beaucoup plus petit et un peu plus serré pour justement le diclite. D'accord. Et en l'occurrence, donc tu fais des mouvements de va-et-vient comme avec un pénis, en fait. C'est vraiment pareil, c'est exactement pareil. Il y a ça, il y a après plein... T'avais une technique, là, tu m'avais dit en off que tu donnais des techniques. Ah oui. Avec c'est quoi, avec le cock ring, là? Ouais, et justement sur une gaine pour pénis, je la recommande des fois avec un cock ring que je propose de retourner sur la gaine. Je fais le geste comme si j'avais la gaine avec moi, mais et du coup genre de la retourner un peu autour. Ouais. Et en fait ça crée une sorte de serrage autour de la gaine, quoi, un peu comme une gaine pour diclite. Donc c'est genre une gaine plus un cock ring qu'on retourne autour, et en fait ça la serre plus. D'accord. Ça fait... Oui, parce que c'est petit, donc il faut une forte pression, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, enfin petit... C'est un gros clito, donc non. Ouais, c'est ça. J'aime bien dire que ça passe presque d'un petit pois à un pouce. Ok. En termes de taille. Ouais. Parce que c'est un peu ça. Ouais. Enfin, je dis ouais, j'en sais rien. Ouais. C'est vrai. Ça me paraît logique. Ok. Je trouve que ça permet de s'orienter un peu sur ce que ça donne, quoi. Et comment tu peux, toi, si par exemple, pour les personnes qui du coup pour les personnes trans qui sont en date, comment elles pourraient, parce que là du coup on n'est même pas au niveau de la sexualité, on est vraiment au début, comment elles pourraient en parler à leur partenaire, en fait, du fait qu'elles soient trans et tout? Ouais. Comment ça se passe, ce genre de situation? C'est un vrai sujet, parce qu'il y a des personnes que ça va mettre super mal à l'aise de vouloir le dire avant. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise de le dire avant, justement, mais avant même juste de se rencontrer. Tu vois, genre si c'est sur une appli, ouais. Déjà tu le dis sur ton profil, quoi. Ouais, il y a des personnes qui vont justement préférer le dire directement sur le profil parce que au moins c'est clair et ça évite peut-être des maladresses en vrai. Il y a des gens qui vont préférer le dire après. Enfin, ouais. Je pense que ça va vraiment dépendre des gens, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui se fait beaucoup dans les datings pour les personnes trans, c'est de faire du T40. C'est un terme, du coup, c'est une lecture en anglais, c'est T4T, mais ça veut dire personne trans avec personne trans. Et du coup, comme ça, il y a tout ce vécu, en fait, de la transition qui est partagé. Et qui n'a pas besoin d'être réexpliqué en disant oui, alors moi je suis une personne trans et tout, de tout redire, parce qu'en fait la personne connaît déjà d'une certaine manière. Mais il y a des applis qui existent? Il n'y a pas des applis T40, mais après ça peut être une façon de le verbaliser, quoi, de dire moi je date que des personnes trans parce que justement je veux pas ces questions là. Il y a aussi une pensée commune par rapport à la sexualité des trans qui est les trans ont forcément une sexualité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, on va dire, rock, quoi, enfin plus qu'il y a aussi au niveau de la communauté LGBT. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste un mythe? Je pense que c'est sûrement d'une certaine manière un mythe, parce que particulièrement pour les meufs trans, il va y avoir un truc de fétichisation, de super sexualiser leur identité. Mais un peu comme ce que je disais tout à l'heure quand même, les personnes queer ont dans les faits quelque chose où on se questionne plus facilement sur sa sexualité. Et on a besoin d'autant plus en fait d'être ouvert au sujet, quoi, parce que pratiquement il y a quelque chose qui se joue très vite, quoi. Mais alors du coup, quand tu dis ouvert au sujet, ça veut dire quoi pour toi?
de connaître, quoi. Oui, donc d'être plus éduqué, en fait, sur la sexualité. Ouais. Ouais, et après, en fait, c'est plus une question d'éducation que de pratique, je pense. Mais du coup, peut-être que d'un point de vue extérieur, ça semble comme être intéressé par des pratiques, quoi. Oui, parce qu'en fait, de l'extérieur, il peut y avoir aussi cette pensée que du coup, vous avez une sexualité un peu plus déviante, on va dire, que les autres et tout. Sachant que déviant, c'est pas négatif. Non, mais qui est du coup plus original. Ou est-ce que ça revient au même? Enfin, c'est pas, il peut y avoir aussi du sexe vanille entre trans, que c'est carrément. Ouais. Ça, c'est pas du tout corrélé, quoi. Non, c'est pas, en fait, c'est pas corrélé à des identités de genre, c'est sûr, ou des orientations sexuelles. Ce que ça crée juste, les orientations sexuelles, les identités de genre, c'est de mieux se connaître, mieux comprendre comment on fonctionne, chose que ça peut arriver aussi juste pour des personnes hétéro et cis, quoi. Ok, merci Merle. T'as répondu à plein de questions. Trop bien, merci pour tes questions. Et juste par rapport à Passage du désir, concrètement, pour terminer, au niveau de la transidentité, qu'est-ce que toi, tu as observé qui était du coup... apparemment, il y a des étiquettes où les pronoms ils sont notés. Comment toi aussi, en tant que formateur, tu prends en charge cette partie-là? Ouais, oui, dans certaines boutiques, on dit vous pouvez mettre aussi les pronoms à côté de votre prénom, ce qui est cool parce que ça permet de populariser l'usage des pronoms, même si c'est des personnes cisgenres. Ensuite, ce qui est mis en place par rapport à la transidentité, c'est déjà dès la formation d'accueil, on dites pas bonjour madame, bonjour monsieur, dites bonjour bienvenue, ce qui change tout ce qui se justement pour ne pas plaquer forcément un pronom, un genre à quelqu'un sans que la personne t'en ait parlé. Exactement. Donc, toujours bonjour, on ne genre pas, quoi. Ouais, okay. Bonjour bienvenue, c'est super parce que bonjour bienvenue, il y a pas du tout de madame ou monsieur qui a pas d'intérêt tant que ça, alors que bienvenue c'est vraiment en mode on vous accueille, quoi. Et pareil, au revoir, à bientôt, c'est pas du tout pareil que au revoir madame, au revoir monsieur, quoi. Et donc il y a ça, il y a tout un pan en fait sur l'inclusivité où on reprend ce que c'est la différence entre identité de genre, expression de genre, sexe attribué à la naissance. Et en plus de ça, il y a des formations qui sont données un peu ponctuellement en visio. Et récemment, j'en ai donné une sur les transidentités et la sexualité. Qu'est-ce qu'on a à Passage du désir qui peuvent convenir en particulier aux personnes trans. Donc normalement, c'est connu. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci, c'était bien riche. Franchement, je te disais, on n'a que 30 minutes, mais il y a tellement de questions que je voulais te poser en plus, parce que c'est un sujet qui est hyper riche. Mais voilà, j'ai pas le temps de... j'ai pas le temps. Mais merci beaucoup. Désolée, mais merci d'être venu. C'était vraiment trop bien. J'ai appris plein de choses. Cool. Et merci à vous tous et à vous tous d'être là encore sur cette saison 3 de Pédagogie. C'est moi, Malou Monroe, qui anime, et c'est Passage du désir qui produit le podcast. Vous pouvez retrouver PDD, Passage du désir, en boutique dans toute la France et aussi sur Internet. Et il y a un Insta qui parle de plein de sujets autour du sexo. Vous pouvez même envoyer un MP pour nous proposer d'autres sujets, d'épisodes qui vous intéresseraient. Voilà, je vous fais plein de bisous et merci Merle encore d'être venue. Merci beaucoup. Merci. Ciao.